Bon, chers collègues, je vous propose qu'on commence. On a un ordre du jour qui est quand même relativement léger. Donc on peut espérer ne pas quitter trop tard cette soirée, puisqu'on se retrouve demain. Donc ça appelle à la suite de l'examen de la seconde partie du projet de finances pour 2023. On examine ce soir la mission engagement financier de l'État, le compte d'affectation spéciale participation financière de l'État, le compte de concours financier avance à diverses entreprises de l'État, organismes gérants des services publics, la mission régimes sociaux et de retraite, et le compte d'affectation spéciale pension, la mission remboursement et dégrèvement, et le compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État. Donc il y en a plusieurs, mais il y a peu d'amendements, vous allez voir. Nous commençons avec la mission engagement financier de l'État, et donc j'invite monsieur Kevin Mauvieux, rapporteur spécial, à prendre la parole pendant 5 minutes. À vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La situation financière de la France semble particulièrement mal engagée pour 2023 et pour les années à suivre d'ailleurs, et ce, malgré des projections optimistes réalisées par le gouvernement. Le constat est simple, le niveau de notre dette a dépassé les 3 000 milliards d'euros cette année. Il s'agit d'un montant record qui à lui seul démontre le dérapage des finances publiques. Il convient ensuite d'analyser ce qui se cache derrière ce chiffre, qui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons aujourd'hui environ 12% de notre dette qui est composée de titres indexés sur l'inflation, les fameux OATI, c'est-à-dire que le principal de presque 250 milliards d'euros empruntés par la France augmente chaque année du niveau de l'inflation constatée. Mais l'absurdité ne s'arrête pas là. En effet, si l'indexation sur l'inflation nationale induit un risque moins important puisque le pays souverain peut agir au niveau de cette inflation, la France, elle, a choisi d'émettre 70% de ses titres indexés sur l'inflation européenne, donc qui se situe aujourd'hui à un niveau supérieur à 10%. La France décide donc délibérément de rémunérer ses créanciers sur une base sur laquelle elle n'a elle-même aucune emprise. La France est soumise à une demande de gavage des établissements financiers avec ces titres-là et à l'Europe avec le taux d'inflation qui est utilisé majoritairement. Concernant le reste de la dette de notre pays, les taux d'intérêt ont augmenté significativement ces derniers mois. Le gouvernement prévoit un taux d'intérêt à 2,5% pour 2023, un niveau probablement largement sous-estimé d'après les différents acteurs de l'économie ou analystes des marchés financiers que j'ai pu rencontrer lors des travaux préparatoires de la rédaction de mon rapport. Nous aurons donc mécaniquement une hausse du coût de notre dette, probablement plus forte que celle anticipée par le PLF, tant sur la partie OATI que sur la part à taux fixe. Je souhaite également revenir sur le programme 369 relatif au remboursement des 165 milliards d'euros de dettes issues de la crise sanitaire. L'isolement de cette partie de la dette n'a aucun effet, ni sur le stock de la dette, ni sur les conditions de son financement. Le gouvernement a beau tenter de montrer une forme de sérieux budgétaire en sanctuarisant la dette Covid, il n'en demeure pas moins qu'elle existe, qu'elle devra être remboursée, qu'elle alourdit la charge de la dette de notre pays et que surtout, cette sanctuarisation comptable dont je parlais n'évitera pas le dérapage du déficit public. Enfin, la conjoncture macroéconomique à venir en 2023 s'annonce bien plus morose que ce que le gouvernement anticipe ou espère. En effet, plusieurs acteurs auditionnés le prévoient. En 2023 devrait être l'année de la stagflation, avec une inflation qui resterait soutenue et une croissance qui pourrait être très faible, voire même négative, selon certains acteurs. De plus, cette inflation, la crise des énergies et les tensions sur les marchés des matières premières vont inéluctablement mettre à mal bon nombre d'entreprises, et notamment d'entreprises ayant souscrit au PGE. Je pense donc que cette mauvaise conjoncture macroéconomique va impacter les capacités de remboursement de ces PGE. Je vous le confirme donc d'ores et déjà, le montant des PGE qui ne pourront pas être remboursés par les entreprises sera bien supérieur à ce qu'anticipe le gouvernement, ce qui m'a d'ailleurs été confirmé par la CPME. Tout cela, poids des OATI dans la dette, hausse des taux d'intérêt, stagflation pour 2023, mauvaise anticipation des défauts de remboursement de PGE, fait que la charge de la dette pour 2023 va fortement augmenter, davantage que ce que prévoit le gouvernement, et va fortement pénaliser les capacités de l'État à soutenir les Français, les entreprises et les collectivités. La spirale d'endettement dans laquelle le gouvernement nous insère est, je vous le dis, effrayante d'irresponsabilité. Enfin, je voudrais terminer sur une préconisation. Il serait bon pour l'honnêteté du budget de présenter un budget adaptatif. Je m'explique.
Nous le voyons dans le budget, le budget se base sur des variables macroéconomiques, pour le moins incertaines, voire erronées. Et ça, quasiment tous les ans, on ne peut pas anticiper avec précision les variables macroéconomiques. Il serait donc intéressant que, dès la présentation du PLF, les parlementaires puissent disposer d'une indication de la politique qui serait menée dans un scénario macroéconomique plus négatif que celui retenu et dans un scénario macroéconomique plus favorable que celui retenu par le PLF décidé par le gouvernement. Ça permettrait donc aux élus d'avoir une visibilité sur les mesures à venir en fonction des différents scénarios. Pour conclure, j'émets donc un avis défavorable au crédit de la mission Engagement financier de l'État, que je considère être en dérapage total. Je vous remercie. Bien, comme il n'y a pas d'amendement, donc ça vaut avis du rapporteur spécial, je vais passer aux explications de vote des groupes pour Renaissance. Bien, pardon. Merci, Monsieur le Président. Cher rapporteur, je vous remercie pour la finesse de votre jugement. Tout en rondeur, vous nous prenez en pleine digestion plusieurs éléments. Vous avez parlé de gavage. En tant que député du Gers, je dois, et donc spécialiste du gavage des canards, je veux dire que vous n'avez pas de... Tu ne vas pas te faire que des amis, là, à mon avis, de manière transpartisane. C'est clair. Attendez, on a parlé, on peut quand même... C'est bientôt les fêtes, donc c'est une publicité. Non, sérieusement, vous savez que la France est endettée sur simplement 10% sur des taux variables, donc la grande majorité de sa dette est aujourd'hui à des taux fixes. Elle emprunte à taux variable en fonction des offres qui sont faites, et ça n'est pas un choix délibéré, mais c'est un équilibre entre le risque et l'offre qui est faite. Vous dire que vous critiquez la dette, mais vous rappelez quand même que, votre groupe n'a pas voté la loi de programmation des finances publiques qui pourtant donnait une trajectoire et qui permettait justement de fixer une sortie de la dette. Vous dire aussi que 99% des amendements que vous avez proposés dans le cadre de ce PLF sont des amendements de dépenses supplémentaires. Et je ne suis pas certain que vous ayez de leçons à nous donner sur ce sujet. Donc, le groupe Renaissance votera cette mission. Merci. Merci. Pour le Rassemblement national, j'estime que j'ai eu la position avec l'avis du rapporteur, ou quelqu'un veut parler. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui, je vais juste dire un mot là. On n'a pas voté la loi de programmation 2023-2027 parce que notamment dans le cadre du plan de relance dont je parlerai demain, l'emprunt européen de 40 milliards d'euros, à partir de 2027, on va rembourser le capital. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec le surendettement de la France, on a été quasi obligé donc de lancer ce grand emprunt européen où effectivement on ne rembourse que la partie intérêt pour l'instant jusqu'en 2027. Mais après, en 2027, il va falloir payer la note au niveau européen. Donc tous les voyants sont au rouge. Donc moi, je rejoins mon collègue. En plus, le PGE, moi j'étais intervenu. Il y avait une enquête de BPI France qui disait que le taux de sinistralité serait de 5% des entreprises qui auraient du mal, même si on a prolongé le début des amortissements, du remboursement des emprunts qui avaient été octroyés, ça sera beaucoup plus. C'est ce qui ressort aussi des auditions que j'ai faites dans le cadre du plan de relance demain. Voilà, donc moi ça me paraît tout à fait normal qu'on ne vote pas les engagements financiers de l'État. Merci. Pour France Insoumise, qui prend la parole? Personne? Les Républicains? Personne? Monsieur L'Aquila pour le groupe de Modem. Oui, rapidement, Monsieur le Président, merci. 3 points qu'on observe. D'abord, une forte hausse des crédits de paiement sur la mission, plus 35,7%, et surtout 31% sur le programme charge de la dette due à l'inflation. La période des taux bas se termine et nous devons en tirer toutes les conséquences. Nous regrettons que les oppositions, et ça a été rappelé, aient repoussé le projet de loi de programmation des finances publiques qui proposait une trajectoire justement juste pour le rétablissement de nos comptes.
Enfin, la politique de l'AFT est quand même la bonne, puisque l'allongement des maturités poursuivies depuis quelques années nous permet de mieux passer le choc inflationniste. Et enfin, la baisse de 29% en AE et en CP sur le programme Appel en garantie de l'État montre que les dispositifs de soutien aux entreprises durant la crise ont fonctionné. Le taux de sinistralité des PGE reste plus faible que prévu, malgré ce que le rapporteur nous dit. Notre groupe votera ces crédits. Merci. Lise Magnier pour le groupe Horizon. Et rapidement, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Effectivement, ce budget 2023 est rigoureux et il porte une attention particulière à la charge de la dette, sujet qui nous est tous cher, je crois. L'État assure son financement en toutes circonstances. Il couvre les appels sur les garanties qu'il a octroyées, et notamment depuis le début de la crise sanitaire, et pour ses positions liées au développement international de l'économie française. Et enfin, il favorise les politiques de l'épargne. Vous l'avez dit, en LFI 2022, un nouveau programme rattaché à cette mission a été créé et dédié à l'amortissement du surcroît de la dette liée à la crise Covid-19. Et à notre sens, la trajectoire de cette mission que nous votons est fortement influencée par l'évolution du contexte macroéconomique et par ses impacts notamment sur les conditions de financement de l'État. Nous resterons, comme vous, monsieur le rapporteur, vigilants sur ce sujet, au vu des éventuelles évolutions de la conjoncture susceptibles d'intervenir dans les années à venir et dès 2023, évidemment. Nous voterons donc ces crédits, tout en ayant conscience qu'ils pourront être amenés à évoluer lors de l'examen d'un premier PLFR 2023. Et monsieur le rapporteur, évidemment, nous voterons ces crédits tout simplement pour que notre pays puisse rembourser ses intérêts d'emprunt. Sinon, la situation nous paraîtrait fortement compliquée. J'avais oublié, je m'excuse, le groupe socialiste, Madame Battistel, à qui je souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, il y a quelques jours, le cabinet Altar présentait son étude sur les défaillances d'entreprises au troisième trimestre 2022, avec un nombre de procédures en hausse de 34% sur un an, même si encore inférieur à son niveau de 2019 avant la crise Covid. Plus alarmant, l'évolution d'août 2021 à août 2022, qui marque une hausse de 98%, alors que de plus en plus d'entreprises font état des difficultés à faire face à leurs dépenses énergétiques. Le commerce de détail et la restauration sont notamment fortement touchés. Alors que ces alertes se multiplient et que les demandes d'activité partielle repartent à la hausse, nous nous étonnons de la diminution de 2,7 milliards d'euros à 1,9 milliard d'euros des crédits évaluatifs des décaissements d'appels en garantie, notamment pour le PGE de la période Covid. Donc, comment expliquez-vous cette diminution qui paraît à contretemps de la situation économique ? Le changement de méthodologie évoqué dans le bleu ne nous semble pas pouvoir satisfaire seul ce sujet. C'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il est urgent que le gouvernement mette en œuvre un plan ambitieux pour l'accompagnement des entreprises sur le modèle du bouclier tarifaire pour les ménages. Notre collègue Valérie Rabault avait interpellé le gouvernement sur sa stratégie en matière d'endettement, alors que le recours ces dernières années à des produits financiers indexés sur l'inflation vient désormais peser lourdement sur les comptes publics. Ces questionnements n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante, alors même que cette charge augmentera de 12 milliards d'euros par rapport à la loi de finances 2022, autant que le coût net du bouclier tarifaire pour les ménages. Donc nous espérons, d'ici la séance, avoir des réponses apportées par le gouvernement. Et donc, dans l'attente, notre groupe s'abstiendra sur les crédits de la mission. Pour le groupe écologiste, qui prend la parole ? Monsieur Benchek. Oui, merci, Monsieur le Président. Si nous accordons une attention particulière à la charge de la dette, nous souhaitons également rappeler que l'accélération de l'inflation a en effet un effet direct sur le coût de notre dette en raison de l'existence d'un encours de la dette indexé sur l'inflation d'environ 250 milliards. Néanmoins, si nous pouvons considérer les différentes objections qui poussent le rapporteur à préconiser de voter plutôt contre les crédits, j'exprime ici une singularité de notre groupe. Comme nous le disons, les écologistes en France et en Europe, nous devons transcender cette vision purement comptable de la dette, encore beaucoup trop partagée à notre avis par plusieurs groupes à droite de l'échiquier politique, dont la majorité relative, et la mettre en parallèle avec les enjeux environnementaux et sociaux qui s'annoncent et dont nous vivons déjà les premiers effets. Raisonner avec les seules anciennes règles comptables ne fait pas avancer. Notre pays et notre continent ont besoin de règles financières nouvelles, adaptées pour organiser le retour de la solidarité et de la protection à l'échelon européen, avec pour objectif de produire de façon décarbonée, de converger rapidement vers des consommations plus soutenables
et durable. Donc dans ces conditions, le groupe écologiste indique s'abstenir. Merci. Il n'y a personne pour GDR, je crois. Il n'y a personne pour Liberté Indépendante Outre-mer. Mon groupe d'origine n'ayant pas pris la parole, je vais prendre juste quelques secondes pour parler justement de cette question de la dette, même si, en l'occurrence, on a eu un débat déjà avec la loi organique. Moi, je crois que la question de la dette, les questions, c'est pourquoi et à quelle fin l'utilise-t-on, qui la possède et à quoi elle sert. Alors, pourquoi l'utilise-t-on? Déjà, une première remarque quand même, c'est que le fait de faire peur sans cesse avec la dette, non pas que je dise qu'il faut faire de la dette pour la dette et que la dette ne soit pas un problème, mais l'idée, par exemple, toujours de comparer le stock de la dette, c'est-à-dire ce qu'on rembourse en réalité en un peu plus de 7 ans, avec ce que nous coûte réellement la dette par an, c'est-à-dire la charge de la dette, est quelque chose qui, souvent, au nom de ça, permet d'avoir des politiques vis-à-vis des services publics et de baisser les dépenses publiques, voire de privatiser pour une part, voire de faire des réformes structurelles au nom du retour aux 3% confère notamment la réforme des retraites. La deuxième chose, c'est à quoi sert-elle? Parce qu'on pourrait convenir ensemble déjà que la dette est nécessaire. Il est évident qu'un État, par exemple, ne va pas pouvoir payer des investissements qui courent sur plusieurs années, qui vont se servir sur plusieurs années, sur une seule année de production de richesse. Donc il y a des dettes utiles. On peut d'ailleurs estimer que la dette que nous vivons aujourd'hui est une dette utile. Heureusement qu'il y a eu la dette pour le Covid. Bon. Et à partir de là, de s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'on fait dans des situations exceptionnelles. Ici, je l'avais souvent cité, mais l'ancien président de cette commission, un jour dans le débat que nous avions au PLFR sur la question de la dette liée au Covid, avait eu ce mot de vérité: on ne rembourse jamais la dette. Autrement dit, on ne rembourse jamais le stock de la dette. On ne rembourse que les intérêts, et la dette est quelque part perpétuelle. Tout simplement parce qu'en plus de ça, c'est intéressant pour les marchés financiers de prêter aux États. Mais la dette Covid, elle a une particularité. C'est que la dette Covid, pour la première fois, d'ailleurs en désobéissant au traité, la Banque Centrale Européenne a décidé, j'allais dire, de prêter directement aux États à travers des banques centrales. Ce qui fait que la dette Covid, elle a une particularité, elle n'est pas sur les marchés, c'est nous qui la possédons. Et à partir de là, même si je sais que je vais choquer, mais pourrait se poser ce qui s'est passé exceptionnellement dans l'histoire, à certains moments, dans des conditions exceptionnelles, c'est-à-dire l'annulation de la question de la dette. Au lieu d'avoir à la rembourser, ou du moins à payer ses intérêts pendant des décennies, c'est nous, quelque part collectivement, qu'en serions, j'allais dire, victimes, puisqu'on ne toucherait pas les intérêts de la dette, mais on pourrait s'interroger sur le fait de larguer ce fardeau qui, encore une fois, est dû à un moment exceptionnel. Bon. L'autre question, c'est qui la possède, du coup. Parce que qui la possède, si c'est les marchés, c'est pas la même chose que si c'est nos banques centrales et nous-mêmes qui la possédons. La dette japonaise, elle est à plus de 200%. La différence avec la dette française, c'est que c'est les Japonais qui la possèdent. Voilà, et qu'à partir de là, il y a des choses. Donc je mets juste ces points pour dire que... J'étais ravi qu'il y avait eu un débat sur la LOLF l'autre fois un peu sérieux là-dessus, mais pour dire qu'il faut appréhender cette question d'une manière... pas en la fétichisant et en s'en servant un peu pour faire peur aux enfants, mais pour regarder réellement à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, et quelles seraient les politiques pour en réalité réduire les déficits. Voilà. Je passe la parole. On met en voie les crédits de la mission engagement et financier de l'État, qui est... Ah bien sûr, monsieur. Excusez-moi, monsieur le rapporteur, je suis désolé. Pas de souci, merci monsieur le président. Rapidement, pour répondre à monsieur le rapporteur général, qui m'a interpellé sur le fait qu'on n'avait pas voté la loi de programmation des finances publiques, déjà pour commencer. Effectivement, on ne l'a pas voté pour une des raisons d'ailleurs aussi qui était évoquée dans mon propos de présentation, qui est que cette loi était programmée sur des variables macroéconomiques erronées et qu'il paraît invraisemblable de devoir voter pour faire plaisir à l'Europe une loi de programmation sur des variables erronées et qui du coup n'avaient pas de sens. Ça, c'était la première partie. Après, vous avez parlé aussi des OATI en disant qu'on n'était qu'à 10%. Pour être plus précis, on en est à 12%. Il faut savoir que les pays qui sont en tête de détention d'OATI dans le monde sont les pays qui s'en sortent le moins bien. Italie, Royaume-Uni, France, Afrique du Sud. Voilà, je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, il y a une coïncidence. Et pour répondre à ma collègue du Parti socialiste qui a interrogé sur le PGE, effectivement, comme je l'avais dit dans mon propos, je considère que le PGE, les hypothèses de défaut de PGE sont très largement sous-estimées.
En fait, en ayant rencontré quelques acteurs économiques et des représentants de petites et moyennes entreprises durant l'étude pour mon rapport, ce qui est remonté du terrain, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont eu recours au PGE sans forcément en avoir besoin, parce que c'était une facilité, et qui aujourd'hui remboursent pour l'instant leur PGE grâce à leur PGE, sauf que ça repousse l'échéance. Mais l'année prochaine, on pense qu'on va avoir malheureusement un sursaut de défaut de remboursement des PGE, et ça, c'est effectivement pas du tout anticipé dans notre mission. Merci, monsieur le rapporteur. Allez, on passe aux voix. Qui est pour les crédits de la mission engagement financier de l'État? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On poursuit avec l'examen du compte d'affectation. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, c'est adopté, bien sûr. Nous poursuivons avec l'examen du compte d'affectation spéciale participation financière de l'État et du compte de concours financier avance à divers services de l'État, organismes gérants des services publics. Et monsieur Philippe Brun me rejoint pour 5 minutes. C'est là, c'est là. Allez, 5 minutes à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Alors, avant de vous présenter les crédits que j'ai l'honneur de rapporter devant cette commission, je me permets de faire un point sur le contrôle sur pièce et sur place que j'ai effectué à Bercy en votre nom vendredi matin et vous en expliquer les raisons. Comme vous le savez, cette année, il y a un événement particulier sur ce CAS participation financière de l'État, c'est l'opération d'OPA sur la société EDF, dont nous détenons déjà aujourd'hui 84% des actions et dont nous avons vocation à obtenir 100% du capital. Cette opération exceptionnelle nécessite de la part de votre rapporteur des informations. On ne décaisse pas 12 milliards en PLFR, 9,7 milliards probablement une fois l'OPA terminée, sans que la représentation nationale chargée du consentement à l'impôt ait des informations sur ce que l'État compte faire de cette belle et importante entreprise. Et je n'ai reçu aucune information de ce type et les demandes de documents que j'avais adressées à l'APE sont restées lettres mortes. C'est la raison pour laquelle je suis allé en votre nom à Bercy vendredi matin, où la procédure a été respectée. Mais je n'ai pas pu emporter les documents qui m'ont été présentés en raison de l'application d'une nouvelle jurisprudence, inventée probablement cette fois-ci, en tout cas de la mémoire de la Commission, qui oppose à un parlementaire le secret des affaires. Et je suis aujourd'hui toujours en discussion avec les services de Bercy pour obtenir communication de ces documents. Le commissaire aux participations de l'État m'a invité à revenir consulter ces documents à Bercy. Mais je voulais en tout cas vous tenir au courant de cette opération de contrôle. Alors, j'en viens donc à présenter ces crédits, avec évidemment le peu d'informations qui nous est donné. Donc, comme vous le savez, je vous présente à la fois aujourd'hui le compte d'affectation spéciale participation financière de l'État et puis également prêt et avance à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics. Alors, celui qui nous intéresse le plus, c'est le CAS participation financière de l'État. Donc, sur la montée au capital du groupe EDF pour un coût de 9,7 milliards d'euros. Je vous l'ai dit, défaut de transparence sur la justification de cette dépense. Et la montée au capital a une incidence budgétaire importante. Je vous rappelle, c'est 3 fois le budget de l'action extérieure de l'État, quasiment le budget de la gendarmerie nationale, plus que le budget de la justice en PLF 2023. Alors, les crédits du CAS PFE sont en forte augmentation par rapport à la loi de finances initiale et s'établissent en réalité cette année à 19 milliards d'euros sous l'effet de l'ouverture de crédits en loi de finances rectificative. Alors, ce compte d'affectation spéciale à la fois des recettes et des dépenses. Alors en recettes, ce sont des versements du budget général, 15,5 milliards en 2022 et 12,9 milliards en 2023. Les cessions ayant été interrompues, ces abondements permettent de poursuivre la politique actionnariale de l'État. Je proposerai dans le rapport, qui sera publié la semaine prochaine,
que l'on reverse les dividendes issus des participations financières de l'État directement sur le compte d'affectation spéciale, puisque comme vous le savez peut-être aujourd'hui, les dividendes que l'État perçoit dans ces entreprises vont directement au budget général, et je crois qu'il serait de meilleure politique que ces dividendes soient affectés au compte d'affectation spéciale et qu'il y ait finalement un roulement et une utilisation dédiée de ces montants pour la politique actionnariale de l'État. Alors en 2023, on a également 3,5 milliards d'euros qui sont issus de la reprise de la dotation du Fonds pour l'innovation et l'industrie. Vous savez, c'était le fameux fonds qu'on avait annoncé au moment de la privatisation d'ADP, et ce fonds est mis en extinction. Il n'y a d'ailleurs plus de privatisation d'ADP, en tout cas dans les tuyaux, et donc cela est mis en extinction, et la mission Investir pour la France 2030 a pris le relais. Alors sur les dépenses, je vous parlais évidemment de la question de l'opération sur EDF. On a 7,9 milliards de crédits qui sont fléchés pour une opération confidentielle. Là aussi, je n'ai pas eu les informations que je recherchais. Alors sur ce premier compte d'affectation spéciale, je vous propose donc une abstention, puisque le manque d'informations ne me permet pas, à ce stade, de me prononcer favorablement. Il y a ensuite un deuxième compte d'affectation spéciale que nous examinons, compte de concours financier, prêts et avances, 10,5 milliards d'euros en autorisations d'engagement, dont 10 milliards qui sont consacrés aux avances à l'Agence de services et de paiement au titre du préfinancement des aides communautaires de la PAC. C'est un instrument qui permet des opérations financières au sein de la sphère publique dans le respect du principe de neutralité budgétaire, et le taux d'intérêt doit être supérieur au taux d'intérêt du titre d'état de maturité équivalente. Et donc je vous propose un avis favorable sur les crédits du compte de concours financier prêts et avances. Voilà, Monsieur le Président. Merci pour avoir tenu parfaitement le temps de parole. Il n'y a pas d'amendement. Non, il n'y a pas d'amendement de crédit. Donc on va mettre aux voix les crédits du compte d'affectation spéciale participation financière de l'État, qui est pour. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, c'est parce que vous ne l'avez pas mis. D'accord, alors c'est une erreur. Il y a. Non, baissez vos mains. Excusez-moi. C'est une erreur de mon. Je ne vais pas dire de l'administration. C'était à moi de faire attention, mais c'est une erreur de mon déroulé, on va dire. Voilà, il n'y avait pas de prise de parole dedans. Renaissance. Bon. Oui. Nous partageons l'avis du rapporteur sur le compte de prêt et d'avance. Sur le compte de prise de participation, nous pensons au contraire qu'il y a une complémentarité dans l'encadrement des différentes doctrines qui sont exposées dans le PAP et qui sont reprises en partie dans la feuille explicative. D'abord, il y a une première catégorie qui est celle dans l'intervention de la puissance publique lorsque la crise qui vient de se dérouler. Alors on sait surtout dans le compte d'avance et de prêt dont je viens de parler, mais il est clair qu'il y avait une intervention qui a lieu. La réutilisation d'EDF est la deuxième étage qui sera évidemment la grande affaire de cette année, mais sur laquelle de toute façon nous disposons d'informations sur les instruments de l'État, mais qui ne peuvent pas évidemment être connues entièrement en raison de la nature même des opérations de marché, notamment s'il y a une prime en raison d'une offre publique de rachat, mais nous ne connaissons pas encore les conditions. Et ensuite, il est intéressant de voir que dans ce rapport, il y a différentes filières importantes pour le futur sont exposées, notamment le Fonds d'avenir automobile pour 30 millions, le Fonds France Nucléaire pour 40 millions, la SCAE Euro pour 50 millions d'euros. Il n'y a pas que l'APE, mais aussi la BPI et le PIA qui sont concernés par ce compte, même si le commissaire aux participations est responsable de l'intégralité de ces sujets. Donc, et notamment pour la filière nucléaire française, il sera capital de voir ce programme adopté et mené à bien. On peut, à cet égard, nous pouvons faire confiance au rapporteur spécial, mais aussi aux agences dans la qualité de l'information qu'ils nous donnent, aussi bien la BPI, le PA et l'APE, pour nous renseigner à l'avenir sur le programme qui nous est soumis au vote, pour lequel nous proposons un vote favorable. Merci. Pour le Rassemblement national. Non, merci. Pour France Insoumise. Oui, donc nous suivrons l'avis du rapporteur, notamment sur la question des participations de l'État. Effectivement, vu les montants dont on parle concernant EDF, c'est quand même assez hallucinant qu'on n'ait pas plus d'infos
au jour d'aujourd'hui. Je rappelle que ces discussions suivent quand même des discussions budgétaires assez tendues. On nous a refusé pas mal d'amendements très importants sur les infrastructures, notamment sur l'écologie. Je rappelle qu'on a refusé des amendements de relance du ferroviaire à 3 milliards d'euros. Donc là, on parle quand même du triple de cette somme. Et on n'a pas vraiment d'infos et de données, et c'est inacceptable pour la représentation nationale. Je rappellerai aussi quand même que cette affaire mérite d'être creusée. D'ailleurs, le député Olivier Marleix lance aussi un groupe de travail sur ce sujet-là, parce que typiquement cet été, en août, EDF a lancé un contentieux au Conseil d'État, enfin contre l'État, et réclame justement 8,34 milliards d'euros pour combler le manque à gagner sur ces ventes d'électricité. Donc à mon avis, c'est un énorme sujet, et on ne peut pas se contenter du manque de réponse. Donc on espère que le rapporteur aura davantage d'informations, et moi je suggère que nous votions contre ces crédits. Enfin, cette participation. Merci. Madame Dalloz pour les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, moi, je rejoins un peu les propos précédents, à savoir que, pas dans le fond totalement, mais sur le principe, non, mais je vais être très clair, sur le principe de l'absence de transparence par rapport à l'opération EDF. Je pense que la représentation nationale, même s'il y a des enjeux, et on le comprend au niveau des marchés financiers, il y a un moment donné, il va falloir qu'on sache précisément ce que l'État veut faire de ce fleuron qu'est EDF, à quelle fin, sous quelle forme, le nucléaire, comment. C'est bien beau de lancer France Relance, d'avoir France 2030 et d'avoir des participations auprès de la BPI, mais il serait aussi intéressant d'avoir un peu de transparence sur l'ensemble du dispositif BPI pour savoir en matière de ramification où on se situe, parce que j'ai suivi les PIA dans le passé, ça vous rappelle quelque chose, les programmes d'investissement d'avenir, et déjà là on avait un flou, mais le fait d'avoir multiplié des programmes et d'avoir la grosse tête de pont avec EDF, je pense que ça va nuire à une certaine lisibilité. Merci. Pour le MODEM. Oui, merci, Monsieur le Président. S'exprimer sur les crédits du compte d'affectation spéciale, participation financière de l'État et du compte de concours financiers prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérants services publics est plutôt difficile du fait tout simplement du caractère évaluatif des crédits et de la difficulté de faire concorder l'information parlementaire ex-ante aux opérations et que surtout le caractère nécessairement confidentiel des opérations sur les marchés financiers. Nous pensons que le moment le plus opportun pour la discussion parlementaire de ce compte d'affectation spéciale est la loi de règlement. Et nous n'avons nul doute que le rapporteur spécial sera au rendez-vous à ce moment-là. Notre groupe votera pour ces crédits. Merci. Pour le groupe socialiste, Mme Battistel. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, pour votre rapport. Je vais également parler de ce que vous avez relevé concernant EDF. Demain matin, en commission des affaires économiques, nous auditionnerons le candidat du président de la République pour la fonction de PDG d'EDF. Bien entendu, au-delà de sa personne, c'est d'abord la question de sa feuille de route qui est posée, celle qui conditionnera l'avenir d'EDF sous son format actuel, ou réorganisé, ou segmenté, comme nous le craignons, de même que les représentants des salariés et des usagers. Vous avez, monsieur le rapporteur spécial, fait usage des pouvoirs qui sont les vôtres pour aller constater par vous-même, et vous nous l'avez relayé, à Bercy, ce qui se préparait dans le cadre de cette renationalisation intégrale de la société. Donc, nous saluons évidemment cette initiative qui est peut-être trop peu utilisée à ce jour par les rapporteurs spéciaux de notre Assemblée. Je sais que votre analyse des documents consultés est encore en cours et je ne doute pas que ces résultats seront d'un grand intérêt pour la représentation nationale et les Français. Et nous avons toutes et tous évoqué ce sujet. Notre groupe appuie par ailleurs la demande qui est la vôtre de pouvoir disposer de toutes les pièces demandées, car hors les sujets à caractère secret concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, le respect de l'instruction et du secret médical, aucun autre motif de refus ne saurait légalement vous être opposé. Donc, à ce stade, au regard des incertitudes qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, quant aux intentions du gouvernement et dans l'attente de la finalisation de vos travaux, notre groupe s'abstiendra sur les crédits du compte d'affectation spéciale et nous tenons à préciser que si nous sommes éclairés favorablement, nous pouvons évidemment revoir notre position. Merci. Lise Magnier pour le groupe Horizon.
Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Cette mission revêt effectivement un caractère très particulier et je rejoins les propos de mon collègue Mohamed Lakila sur l'utilité de les examiner d'abord au niveau de la loi des règlements plus qu'en LFI. Mais surtout, cette mission garantit une capacité d'intervention forte de l'État dans la sphère économique qui s'avère plus que jamais nécessaire compte tenu du contexte macroéconomique et géopolitique global. L'intervention de l'État comme actionnaire de long terme et comme garant de la souveraineté nationale a permis au pays et à son tissu économique de tenir au travers les récentes crises sanitaires et économiques. Et l'État a également pu sécuriser le capital des entreprises face aux prises de contrôle inamicales dont elles auraient pu faire l'objet dans un contexte d'effondrement des valeurs boursières. Et dans ce contexte, l'État actionnaire doit conserver une capacité d'action rapide et potentiellement significative afin de remplir pleinement sa mission de défense des intérêts économiques français. Et c'est pour cela que nous voterons en faveur de ces crédits. Je vous remercie. Merci, Monsieur Benchek. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous partageons les inquiétudes du rapporteur spécial, notre collègue Philippe Brun, sur les crédits de cette mission. Grand merci à lui, même, qui nous invite à une forte exigence, notamment documentaire, en se rendant directement sur place à Bercy pour dégainer un contrôle poliment coercitif à l'endroit des services de l'État. Savoir ce qui se passe dans les moyens très substantiels déployés par l'État et que nous avons examinés ici en loi de finances rectificative 2022 cet été, c'était un devoir, mes chers collègues. En effet, augmenter les crédits ouverts en cours d'année 2022 à hauteur de 9,7 milliards d'euros pour le rachat de la fraction des actions du groupe EDF n'est pas un geste anodin. L'action de notre collègue rappelle ici notre rôle essentiel de contrôle de l'action gouvernementale. Un grand opérateur national comme EDF remis à flot est une priorité pour nous les écologistes. Aussi, il est essentiel de savoir ce que l'on finance et surtout à quelle fin. Nous ne pouvons comprendre à quelques jours du débat sur le projet de loi ENR que le gouvernement occulte ses intentions sur notre fleuron français et ses orientations sur notre politique énergétique. Donc, dans l'attente de réponses, nous émettons aussi un avis d'abstention sur les crédits de cette mission. Merci. Merci. Avant de passer au vote, Monsieur le rapporteur. Oui, mes chers collègues, d'abord pour remercier les interventions qui se sont succédées et qui ont effectivement soutenu la démarche de transparence que je me suis permis d'initier en votre nom. Vous rappelez que l'article 59 de la loi organique relative aux lois de finances permet au président de la commission des finances, s'il le souhaite, d'obtenir par voie de référé devant la justice les documents demandés par le rapporteur spécial au nom de la commission. Et c'est donc dans ces conditions que j'irai me rendre, probablement demain ou après-demain, à Bercy pour consulter à nouveau les documents et je ferai à nouveau une analyse. Et j'espère que nous serons suffisamment éclairés d'ici la séance. Mon rapport paraîtra la semaine prochaine, fort de ces documents que j'espère nous aurons une fois pour toutes récupérés. Merci. On passe au vote. Qui est pour les crédits du compte d'affectation spéciale, participation financière de l'État? Qui est contre? Qui s'abstient? Le reste, ils sont adoptés. Qui est pour les crédits du compte de concours financier avance à divers services de l'État, organismes gérants de services publics? Nous sommes pour. Qui est contre? Ils sont adoptés. On passe à la seul amendement de cette mission, qui est l'amendement présenté par le groupe écologiste. Je ne sais qui le présente. Madame Harry. Défendu? Ah bon, d'accord. Qui m'a dit défendu, là? Il y en a qui se prennent pour le président. Hein, Giraud? Oui, il y a des fois où je ne l'éteins pas et des fois je ne l'allume pas. Qui conditionne, et c'est très important, la prise de participation de l'État via l'agence de participation de l'État dans une grande entreprise à la souscription par cette dernière d'engagement en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc cette disposition ne concerne que les prises de participation dans 2 entreprises qui ont été débloquées dans le cadre du plan de relance. Et donc un tel rapport vise à étudier l'opportunité et les conditions d'une pérennisation de la mesure pour les prises de participation.
Il doit évaluer la pertinence des engagements demandés et leur éventuellement renforcement. Et donc, nous posons, par le biais de l'amendement en question, l'exigence de l'élaboration de ce rapport d'évaluation sur cette disposition. Et nous en reparlerons d'ailleurs dans le cadre du rapport spécial transport, puisque à ce stade, une demande a été faite par l'administrateur du rapport spécial transport au ministère des Finances, et donc à Bercy, qui ne nous répond pas, Philippe Brun, donc manifestement. Nous n'avons pas de succès avec cette administration pour l'instant. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, cet amendement demande au gouvernement la remise d'un rapport sur l'opportunité d'étendre un dispositif qui avait été voté en 2020 et qui valait que pour l'année en cours et qui proposait effectivement de subordonner la prise de participation par l'Agence des participations de l'État à des engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et c'est vrai qu'il a beaucoup été question de ces sujets, notamment au moment de l'augmentation de capital d'Air France, la recapitalisation d'Air France. Et on doit effectivement se poser la question. La logique de verdissement du budget doit évidemment passer aussi par la politique de l'État actionnaire. Et je peux vous dire que dans les auditions, l'Agence des participations de l'État en est tout à fait consciente. Alors, malgré toutes les contraintes qui sont celles de la politique des participations de l'État, puisqu'il y a la défense de nos intérêts stratégiques, le soutien aux entreprises qui assurent des missions de service public, mais on voit aussi l'effet de levier qui peut être celui de l'Agence des participations de l'État pour le verdissement de notre économie. Et donc, pour toutes ces raisons, mon avis est favorable. Est-ce qu'il y a un contre? Il n'y a pas de contre? Oui. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Général. Bon, il me semble que le champ proposé est largement plus vaste que celui qui résultait de la loi du PLFR 3 de 2020 sur les obligations de l'APE en la matière, notamment les investissements de plus de 500 millions. Et par ailleurs, il me semble qu'il y a déjà beaucoup de rapports très complets qui ont été publiés à l'occasion notamment des prises de participation, telles que ça a été mentionné par notre collègue. Aujourd'hui, l'APE est en mesure d'assurer que l'impact carbone du portefeuille coté sur 100% des objectifs du plan climat sont remplis, c'est-à-dire bilan carbone complet, des émissions, définition d'un plan d'action. En plus, il y a par anticipation des obligations européennes dont tout le monde sait qu'elles sont en discussion au Parlement européen pour le moment. Et quant aux prises de participation qui ont eu lieu, notamment les augmentations de capital en 2020 à la SNCF et d'AF KLM en 2021, étaient conditionnées à des engagements de baisse des émissions avec des rapports qui ont été fournis d'ores et déjà. Merci. Madame Marie. Oui, j'entends bien la réponse qui vient d'être faite. Pour autant, à la demande qui est faite par les rapporteurs spéciaux, donc moi-même, enfin Eva Sas, pardon, et moi-même, c'est plus correct, de disposer du document qui a contractualisé entre l'État et Air France, le fait de ne pas avoir de réponse du tout, et même pas de rapport d'évaluation, mais pas avoir de réponse du tout, n'est pas acceptable. Allez, je propose qu'on passe au vote. On a eu un pour, un contre. Qui est pour? À gauche, ils votent pas pour. Les socialistes votent pour. Qui est contre? Rejeté. C'est moi qui vous remercie. On passe à l'examen de la mission suivante, régimes sociaux de retraite et le compte d'affectation spéciale pension. J'invite à Benoît Mournet à me rejoindre pour 5 minutes. Oh. J'aurais dit ça, qu'est-ce que je me serais reçu? Bien. Non, tous les commissaires ici ont un bon niveau et c'est très bien comme ça. Vous avez la parole pour 5 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Donc la mission du compte d'affectation spéciale pension et la mission régimes sociaux de retraite, donc les compensations État aux régimes spéciaux. S'agissant du CAS pension, donc c'est une mission budgétaire très importante, de 64 milliards d'euros en 2023, en progression de 3 milliards par rapport à l'année dernière.
essentiellement expliquée par un effet prix lié à la revalorisation anticipée des pensions que nous avons voté cet été, au glissement vieillesse technicité, et puis un aspect liquidation et durée de cotisation, et puis un effet volume sur les prévisions d'entrée-sortie qui explique 500 millions sur ces 3 milliards. Ce compte d'affectation spéciale pension, il regroupe les pensions civiles de l'État, militaires et les ouvriers des établissements industriels et commerciaux. Mais l'essentiel, c'est bien le civil, avec 1,65 million pensionnés et 1,65 million cotisants. Donc c'est un régime qui est un ratio démographique juste à l'équilibre. Du côté des recettes, elles sont en progression également, de 2,2 milliards. Donc le solde en 2023 va se dégrader de 820 millions d'euros. Mais nous avons, sur les années passées, un solde cumulé qui était à 9,5 milliards, donc qui va se contracter un petit peu et qui donc ne nécessite pas d'autres mesures. Simplement, attirer votre attention sur le fait que, côté recettes, on a des taux de cotisation employeurs facialement très élevés, de 74% pour les fonctionnaires civils et 126% pour les militaires. Et côté salariés, si on peut dire, agents, on est à un taux de retenue sur pension de 11,10 contre 11,31 dans le régime général. Donc la question de la convergence à court ou moyen terme se posera. Je souligne l'excellente gestion par le service des retraites de l'État et globalement les services de Bercy sur cette mission, avec des frais de gestion tout à fait compétitifs là-dessus à 0,13% des pensions versées. Donc ma recommandation, elle sera en écho avec un amendement que je vous soumets juste après pour améliorer la lisibilité pour nos débats du CAS pension, avec peut-être un intérêt de dissocier ce qui est de la contribution employeur de ce qui est à proprement parler une subvention d'équilibre. Et un deuxième élément, c'est sur les perspectives de ce CAS pension. Nous n'avons pas dans les documents budgétaires d'analyse au-delà de 2025. Il faut aller chercher dans le corps, mais là, ça nous renvoie dans le rapport du corps à des sujets de convention et d'hypothèses qui sont très variés. Donc là aussi, j'aurai une recommandation. Sinon, avis favorable, bien sûr, sur ces crédits du CAS pension. La deuxième mission, elle va concerner les régimes sociaux et de retraite. Donc ce sont les régimes compensés par l'État parce qu'ils sont dans un ratio démographique extrêmement défavorable. Il y a pour 6 milliards d'euros de crédits en 2023. Ça n'épuise pas le sujet puisqu'au total, l'État compense les régimes de retraite au total à 11 milliards d'euros. Il y a les IEG notamment qui ont une taxe affectée, quelques petits régimes comme l'Opéra, la Comédie Française qui ont un budget ailleurs. Donc ça pose un sujet d'ailleurs de lisibilité globale, même si tout est retracé dans le jaune pension. La question se pose quand même de regrouper l'ensemble de ces moyens dans une seule mission. Donc ce qui nous occupe, le périmètre des 6 milliards, l'essentiel c'est la SNCF, c'est 3,5 milliards, le plus gros morceau, des dépenses en dynamique liées au déséquilibre démographique du système, même s'il y a une compensation partielle avec l'Agir Carco, je peux y revenir dans les questions si vous le souhaitez. On a un régime qui est fermé, comme vous le savez, en 2020, et donc paradoxalement, des crédits qui vont continuer à augmenter dans les années à venir. La RATP, lui, est un régime ouvert. Contrairement à la SNCF, il n'y a pas de surcotisation patronale, donc la compensation État est plus importante. C'est 811 millions d'euros en 2023, en évolution très dynamique de 7,5%. Mais là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'ouverture à la concurrence qui va en fait traiter une partie du sujet de lui-même, puisque à peu près la moitié des salariés vont quitter ou devraient quitter l'entreprise, tout en conservant les avantages sociaux. C'est ce qui va expliquer la dynamique sur ce régime. Les marins, également, en gros morceau, 802 millions d'euros de compensation. Gros déséquilibre démographique, 28 000 cotisants pour 100 000 pensionnés, un régime très compliqué, 20 régimes, il existe encore un régime des liftiers, des écrivains. Donc là, peut-être des mesures de simplification seraient intéressantes. Et enfin, il y a le programme 195 qui regroupe plusieurs autres programmes. L'essentiel sont les mines, alors là, qui est un régime éteint et qui donc pèse pour nos finances publiques à 925 millions d'euros en 2023. Avis favorable sur cette mission également, sur ces compensations de régimes spéciaux, mais une recommandation d'améliorer la lisibilité de l'ensemble des régimes spéciaux. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Il n'y a pas de rapporteur pour avis, je crois. Il n'y a pas d'amendement. Non, pas de crédit, non.
La position du rapporteur spécial, nous venons de la voir. Hein. Donc on va passer au groupe pour Renaissance. Oui, favorable, Monsieur Lefebvre. Président. D'accord, merci. Rassemblement national. D'accord. Même pour dire ça, prenez le micro, parce que faut que vous compreniez, chers collègues, c'est qu'on est suivi en vidéo. Si vous ne prenez pas le micro, ça ne passe pas, en fait. France Insoumise. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, il s'agit effectivement de crédits qui sont nécessaires pour financer les retraites, en particulier de nos fonctionnaires, les pensions civiles et les pensions militaires. Néanmoins, je suggère que nous nous abstenions pour indiquer plusieurs éléments. Premier élément, que les pensions de retraite aujourd'hui dans le privé, mais dans le public également, sont à des niveaux trop faibles. Et je crois que ça fait accord assez largement dans cette commission, puisqu'il me semble avoir entendu qu'il y a des propositions de retraite minimum qui sont un peu reprises sur tous les bancs, même si elles ne sont pas exactement de même nature. Deuxièmement, parce qu'il me semble qu'il nous manque quand même un élément qui serait intéressant dans l'évaluation des crédits, ce serait le manque à gagner pour les régimes de financement de nos retraites, de toute la stratégie de développement des contractuels dans la fonction publique, qui, en quelque sorte, contribue à du manque à gagner pour le financement de nos retraites. Et enfin, troisièmement, parce qu'il me semble que sur la partie relative aux régimes sociaux de retraite, en vérité, on voit bien l'impact de fermer des régimes qui nécessairement ensuite a un impact financier sur l'État, puisque quand il n'y a plus de personnes qui rentrent pour financer les retraites des gens qui ont travaillé toute leur vie sous ces régimes, bah forcément c'est à l'État de compenser la différence. Donc pour ces raisons-là, et en perspective des débats assez animés sans doute que nous aurons à partir du mois de janvier, il me semble nécessaire de s'abstenir. Merci. Merci. Pour les Républicains, Mme Dalloz. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, moi je retiens quand même plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que, et on voit bien que sur le CAS pension, le compte d'affectation spéciale pension, tout fonctionnaire confondu, on accuse déjà un déficit de 820 millions d'euros. Alors, on peut nous dire, ne vous inquiétez pas, il y avait des réserves, mais à ce rythme-là, on ne va pas tenir 20 ans. C'est ça le sujet. Quand on parle de retraite, il y a on voit d'entrée qu'il y a un problème à ce niveau-là. Mais l'autre problème se situe aussi à un autre niveau, c'est le coût de la solidarité, le garant de la solidarité nationale, où l'État, là, est obligé de mettre, et c'est important qu'on le dise, 11 milliards d'euros entre la SNCF, la RATP, les marins, et... alors, moi, l'Opéra de Paris, vous avez cité l'Opéra de Paris, ce serait intéressant de connaître quel est le coût. Je ne pense pas que ce soit exorbitant, mais... Combien ? 10 millions de mémoire. 18 millions. Oui, 18 millions. Bon, vous voyez, il y a un moment donné, les régimes spéciaux tels qu'ils étaient conçus dans le passé, mais ils n'étaient pas du tout équilibrés, ils ne fonctionnaient pas. Et c'est l'État aujourd'hui qui vient en garantie de ça. Je trouve ça un peu... c'est important de le dire dans le contexte que nous venons de connaître avec des manifestations multiples et variées. S'il n'y avait pas la garantie de l'État, les 11 milliards d'euros de ces retraités-là manqueraient sérieusement. Merci beaucoup. Pour le groupe MoDem. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, félicitations au rapporteur spécial pour son exposé détaillé. Alors, sur le CAS pension et la mission régimes sociaux et de retraite, on voit que leurs dépenses augmentent, mais essentiellement en raison de la protection du pouvoir d'achat aussi que nous avons voté cet été. Mais on peut se dire qu'avec les différentes remarques, l'existence même de cette mission et de ce CAS nous rappelle les imperfections du système de retraite et de la nécessité de procéder certainement dans les prochaines années à une réforme globale de ce système. Voilà, donc avis favorable. Merci. Pour le groupe Horizon, il n'y a plus personne, je crois. Pour le groupe écologiste, qui prend la parole? Merigui, Monsieur Benchek. Monsieur Benchek. Merci, Monsieur le Président. Déjà, nous tenons à remercier le rapporteur pour sa transparence
Il l'écrit noir sur blanc, le CAS pension est excédentaire avec un solde cumulé de 8,5 milliards. Le gouvernement est donc bien chaque jour un peu plus en difficulté pour démontrer la rationalité qui guiderait la réforme des retraites qui nous est présentée comme urgente, et encore moins pour expliquer la revalorisation des pensions en dessous de l'inflation. Le rapporteur admet par ailleurs en creux que si le dégel a eu des effets positifs, revenir sur ces politiques de modération de la masse salariale du secteur public n'est donc pas tout à fait farfelu. Cela tombe bien, notre contre-budget NUPES fait la part belle à la revalorisation immédiate des catégories C et B de la fonction publique d'État. Investir dans l'humain et pour un service public attractif et fort, nous pensons qu'en répétant cela, nous ne faisons qu'un peu extrapoler les constats du rapporteur. Mais dans ce contexte, nous nous abstiendrons sur les crédits de cette mission. Merci. Monsieur Charles de Courson, pour le groupe Lyot. Par rapport à ce qu'a exposé monsieur le rapporteur, je trouve que c'est dommage sur la première partie, c'est-à-dire le compte d'affectation spéciale pension, qui ne nous ait pas remis l'évolution du taux de cotisation patronale implicite. Hein, c'est dommage parce que c'est quand même très intéressant de voir comment ça évolue. Voilà. La deuxième remarque, puisque c'est sur les régimes sociaux de retraite, c'est vrai que ce serait logique de demander le transfert sur les régimes sociaux de retraite autres que les 3 figurant actuellement dans ce CAS, puisque d'après ces chiffres, il y a un peu plus de presque 5 milliards dans d'autres missions qui sont sur le même problème, c'est-à-dire des régimes très déficitaires. Ils sont comblés. Et il y a un problème de fond à travers ces CAS, c'est que la plupart de ces régimes sont plus avantageux que le régime général. Et avec le problème, alors que les taux sont maintenant alignés sur le secteur privé du point de vue de la cotisation des salariés, mais pas les pensions. Et donc, c'est vrai, ça veut dire que le différentiel entre le régime général, qui couvre 65% des Français, et chacun de ces régimes, il est socialisé, c'est-à-dire que le différentiel est pris en charge par la solidarité nationale, ce qui pose un vrai problème en termes d'équité. Et je pense que la seule bonne solution, c'est la mise en extinction, puisqu'on en a quelques-uns qui sont en extinction, donc celui de la SNCF. Voilà. Et je pense qu'il faudrait généraliser cette solution pour rétablir en un tiers de siècle l'égalité entre tous les Français sur la base du régime général, au moins pour tous les salariés du public et du privé, les salariés. Après, resteraient les indépendants. Ça, voilà. Mais je pense que ce serait intéressant pour faire prendre conscience, puisque autrefois, on avait les taux de cotisation dit la cotisation sociale fictive hein, de chacun des employeurs ou des groupes d'employeurs. Merci. Christine Pires-Beaune, que j'ai injustement oublié pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur le rapporteur pour votre note d'information. Ces missions donc portent sur les régimes spéciaux de retraite, notamment ceux des agents de la RATP, de la SNCF, des marins, des anciens mineurs, des ouvriers industriels et militaires de l'État, des personnels d'Orange, de la Poste, etc. Je vais d'abord profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler notre opposition à la réforme des retraites telle qu'envisagée par le gouvernement et en particulier au recul de l'âge de départ à la retraite. Ensuite, comme à toute la fonction publique, des efforts d'économie ont été demandés aux caisses de ces régimes, 15% pour celles de la SNCF par exemple. Mais ce n'est pas la seule économie. En effet, le budget rectificatif de juillet a prévu une revalorisation anticipée à juillet des pensions de retraite de 4%, loin sous l'inflation 2022 que vous-même prévoyez à 5,3% et de l'inflation 2023 qui est prévue par le gouvernement à 4,2%. C'est donc bien une économie cachée sur les pensions de travailleurs de métiers difficiles, après déjà des sous-indexations en 2019 et en 2020. C'est pourquoi nous aussi, nous nous abstiendrons sur ces crédits. Et par ailleurs, j'ai une question pour le rapporteur. Peut-il nous indiquer le montant du fonds de réserve des retraites créé par Lionel Jospin pour faire face notamment à la charge liée au papy-boom? Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, vous voulez faire un petit retour? Il y a un micro qui a été conservé.
Merci pour vos remarques. Alors, sur la réserve, effectivement, le CAS, par définition, doit toujours être excédentaire. Le taux de cotisation État est resté stable. Effectivement, facile, je l'ai indiqué, mais je mettrai dans le rapport spécial 74% pour les fonctionnaires civils, 126% pour les militaires. Et donc, ça m'amène à une proposition d'amendement à la suite là-dessus. Mais la perspective, vous le retrouverez dans le rapport du corps, page 71 et suivant, effectivement, on va grignoter année après année sur le stock de ces réserves compte tenu du déséquilibre démographique à venir. Le taux de cotisation implicite, donc j'ai répondu tout de suite. Sur l'équité, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on gagnerait à gagner en visibilité et en clarté sur la part de la cotisation employeur et la part de la subvention d'équilibre, si on peut dire, sur ce CAS pension. Après, il faut analyser aussi les retraites publiques sur le cycle de vie. Il y a aussi des aspects de solidarité nationale qui sont imbriqués là-dedans. Je pense aux catégories actives de la fonction publique. Mais je suis d'accord avec vous, il faut qu'on clarifie ce qui relève de l'État employeur, qui est un employeur entre guillemets comme les autres et qui peut faire ses choix d'effectifs et de masse salariale. Je précise que il peut y avoir un transfert fonctionnaire vers contractuel. Ça ne change pas du point de vue des retraites puisque les contractuels eux-mêmes cotisent. Mais il faut y distinguer l'État employeur de l'État garant de la solidarité nationale. Ça, je vous rejoins tout à fait. Et sur le FRR, le Fonds de réserve des retraites, me semble-t-il, 26 milliards d'euros en valeur de marché. Et les réserves nettes des régimes de retraite, ils sont à 130 milliards de mémoire. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. On va passer au vote des crédits. Donc des crédits de la mission régimes sociaux et de retraite, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. On passe à l'examen des amendements de l'étagère relatifs à cette mission. Il y a un amendement qui est présenté par Monsieur Schreck pour le Rassemblement national. Oui, donc cet amendement demande au gouvernement de communiquer le taux d'emploi des personnes handicapées dans le cadre du PLF en cours de discussion et surtout oblige à respecter l'obligation de 6% d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, comme c'est une obligation. Voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, je partage bien évidemment votre souci de faire la transparence sur le taux d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, d'ailleurs comme ailleurs. Simplement, ici, le CAS pension, et c'est vrai aussi des régimes sociaux, puisqu'il y a deux amendements que vous soutenez, n'ont pas d'emploi rattaché. Donc, il y aurait une petite incohérence à vouloir appliquer des règles relatives à l'emploi des personnes handicapées alors qu'il n'y a pas d'emploi rattaché à proprement parler. On parle donc de versement pour les retraites. Et puis, je vous signale que dans le jaune budgétaire, vous avez un volet rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations, dans lequel vous avez ces informations globalement sur le taux d'emploi des personnes handicapées. Donc, avis défavorable ou demande de retrait. Je propose... On le retire, oui. D'accord. Et l'amendement suivant, étagé pension 1025 ? Pareil, merci beaucoup. On passe à l'amendement additionnel. Ah, pardon. Oui, avant l'amendement additionnel, il faut qu'on vote les crédits d'affectation spéciale pension. Qui est pour ? Qui est contre ? D'accord, ils sont validés. Donc on passe à l'amendement additionnel qui est le 1400. C'est le vôtre. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, oui, dans la continuité de ce que je disais tout de suite, c'est une demande de rapport en fait, sur la contribution de l'État au système de retraite qui va probablement nous aider dans nos travaux des semaines et des mois à venir, avec un double objectif. D'abord, sur le CAS pension à proprement parler, à la suite de ce qu'on disait tout de suite, de distinguer ce qui est l'État employeur et l'État garant de la solidarité, peut-être travailler à la refonte du modèle de financement du CAS, avec un taux de contribution employeur, d'une part, et puis mettre en avant la subvention d'équilibre
du budget général au CAS Pension. C'est utile, je pense, pour la clarté des débats. C'est neutre du point de vue des finances publiques et du point de vue des retraites servies. Ça nécessite quelques expertises et travaux. C'est pour ça que je n'ai pas proposé de le faire d'emblée, mais de le travailler et, le cas échéant, de le voter l'an prochain. Et le deuxième volet, il va concerner le corps. Alors même si vraiment je profite de cette présentation pour saluer le travail du corps, pour construire du diagnostic, pour associer les partenaires sociaux et donner des perspectives de temps long sur nos régimes, vous aviez jusqu'à une période récente 3 conventions et 4 scénarios, ce qui faisait 12 projections différentes. Et donc finalement, une difficulté à partager le diagnostic. Alors les membres du corps ont enlevé une convention qui était la convention de taux de cotisation constant, donc qui figeait une cotisation dans le temps. Par cohérence, je pense qu'il faudrait sortir la convention effort état constant pour ne conserver que celle qui est légale dans notre droit, c'est-à-dire l'équilibre permanent des régimes. C'est-à-dire que l'État équilibre à tout instant les régimes, et à commencer par le sien, ce qui serait de nature, je pense, à objectiver davantage. Et s'agissant des scénarios macroéconomiques, il y en a 4 jusque-là, un scénario à 0,7, à 1, 1,3 et 1,6. Le scénario à 1,3 de productivité, c'est la moyenne de nos 30 dernières années. Le 1, c'est la moyenne de nos 20 dernières années, et 0,7, c'est la moyenne des 10 dernières années. Et donc, si on supprimait la convention à 1,6, qui est en plus dans les perspectives sur l'état de nos finances publiques et du changement climatique, peut-être de revenir à 1 qui deviendrait le scénario central, ce que le corps a retenu. Et donc je propose que dans ce rapport, le gouvernement puisse y travailler. Voilà. Et j'ai sorti de cet amendement dans sa version initiale qui avait aussi une expertise sur le rapprochement SRE et SNRACL, mais il y a un rapport de l'IGF-IGAS qui est en cours et donc on attend la conclusion. Ok, merci. On passe au vote. Qui est pour? Monsieur, non, on ne passe pas au vote. Charles de Courson. Non, mais l'amendement de notre collègue est intéressant. Simplement, avant qu'on ne vote, est-ce qu'il a une idée de comment on peut distinguer les deux aspects pour les fonctionnaires État? Parce que quand on dit des crédits relevant des contributions versées par l'État en tant qu'employeur et de ceux s'apparentant à une subvention d'équilibre, en tant qu'employeur, on va prendre quel taux de cotisation? Soit vous prenez le taux de cotisation du régime général, c'est-à-dire si les fonctionnaires étaient au régime général, voilà, quelles seraient les cotisations de l'État. Mais ce n'est pas la situation, puisque ce n'est pas les mêmes prestations. C'est pour ça que je voudrais qu'il nous éclaire comment faire cette distinction. Sur quelle base? Oui. Le micro, voilà. Sur le taux de cotisation faciale 74, qui paraît énorme, il ne s'applique qu'au régime de base. Donc on n'embarque pas les primes. Si on ramène les primes, on doit être dans le même ordre de grandeur que la CNRACL, mais ça mériterait d'être calculé à 30-35. Donc revenir peut-être s'aligner sur le régime public. Effectivement, il n'y aurait pas grand sens d'aller se coller au régime général, qui est, je le rappelle, entre 17 et 22% selon que vous êtes cadre et non cadre, et pouvoir objectiver la part qui revient de la subvention d'équilibre à proprement parler, pour ne pas avoir ces taux facialement de 74 ou 126% qui disent pas grand-chose, et qui suscitent de la polémique et qui suscitent des incompréhensions sur un prétendu avantage démesuré de la part des pensions civiles. Donc c'est de revenir au droit commun CNRACL. Voilà, ce serait ça en proposition. Allez, je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est validé. Monsieur le rapporteur, merci. On va passer à l'examen de la mission remboursement et dégrèvement avec Madame Christine Pires-Beaune. À vous la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La mission remboursement et dégrèvement occupe une place à part dans le budget général de l'État. En effet, ces crédits ne correspondent pas à proprement parler à des dépenses, mais à des moindres recettes. C'est pourquoi ils ne sont qu'évaluatifs et non pas limitatifs comme les autres crédits des autres missions.
La mission retrace donc l'ensemble des restitutions que l'administration fiscale est conduite à verser aux contribuables, qu'il s'agisse du fonctionnement normal de l'imposition en question, de l'application d'un avantage fiscal comme le crédit d'impôt ou encore d'une correction du montant dû par le contribuable, ce qui arrive notamment suite à des contentieux. Nous y reviendrons dans un instant. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit que les remboursements et dégrèvements s'élèveront pour 2023 à plus de 128 milliards d'euros, ce qui représente l'équivalent de 29% des recettes fiscales brutes. Il s'agit d'un montant comparable à celui prévu par la précédente loi de finances qui chiffrait ces restitutions à 130 milliards d'euros. Il y a donc 2 milliards d'euros de baisse qui concernent principalement les remboursements et dégrèvements d'impôts locaux, retracés donc sur le programme 201 du même nom. En effet, l'anticipation de la suppression progressive de la CVAE diminuera mécaniquement de 1,6 milliard d'euros les restitutions auxquelles elle peut donner droit aux entreprises. Il faut également noter le recul de 500 millions d'euros des dégrèvements de taxes d'habitation, là encore en raison d'une réforme fiscale que nous connaissons bien. Sur le programme 200, qui retrace les remboursements et dégrèvements des impôts d'État, je constate que les crédits ne varient que de 0,2% par rapport à la dernière loi de finances. Néanmoins, cette apparente stabilité cache des évolutions très différentes, mais qui parviennent à se compenser au niveau du programme. Par exemple, les remboursements liés à ce qu'on appelle la mécanique de l'impôt, comme lorsqu'une entreprise se fait restituer ses trop versés d'acompte sur l'IS ou bien qu'elle obtient le versement de crédit de TVA, devraient augmenter d'environ 6,5 milliards d'euros en 2023, ce qui est la conséquence de la diminution de leurs bénéfices en 2022, ainsi que d'une propension à davantage mobiliser leurs créances vis-à-vis de l'État, ce qui, entre nous, n'est pas un bon signe de la santé de notre économie. À l'inverse, le total des crédits d'impôt qui s'imputent sur cette mission sont en diminution de 5 milliards d'euros en raison de l'extinction en 2022 des dernières créances du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, suite à son abrogation en 2019. Je reviendrai d'ailleurs sur le sujet de la progression considérable de 2 autres crédits d'impôt d'ici quelques instants. Enfin, je terminerai ce rapide tour d'horizon de la mission sur la baisse de 1,8 milliard d'euros du coût engendré par les contentieux dits de série par rapport à 2022. Je précise que cette baisse aurait pu être illusoire si le Conseil constitutionnel n'avait pas rejeté le 14 octobre dernier la question prioritaire de constitutionnalité posée par plusieurs grandes entreprises par rapport au précompte immobilier. Une bonne nouvelle donc pour les finances de l'État. Avant de poursuivre la discussion de ces crédits, je souhaiterais revenir sur plusieurs sujets qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est la progression fulgurante, si vous me permettez l'expression, de 2 crédits d'impôt à propos desquels je ne cesse d'appeler à une réforme depuis plusieurs années. Le premier, c'est le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. En 2023, il devrait devenir la première dépense fiscale avec 7,95 milliards d'euros. Il est vrai que la mise en place du crédit d'impôt contemporain pour qu'il soit pris en compte dès le paiement de la prestation par le contribuable accroît mécaniquement l'impact budgétaire de celui-ci. Mais cela ne m'empêche pas de penser qu'il est plus que jamais temps d'engager une réflexion sur la pertinence et l'efficience de cet avantage fiscal afin d'aboutir à une réforme éventuelle, que celle-ci concerne les activités éligibles, donc le périmètre, les conditions de ressources, le plafond ou tout simplement le taux applicable. Je me réjouis d'ailleurs que dorénavant, nous devrions savoir à quoi ce crédit d'impôt est utilisé. L'autre avantage fiscal qui connaît un certain dynamisme, et c'est un euphémisme, c'est le crédit d'impôt recherche qui semble s'installer durablement au-delà de 7 milliards d'euros pour les finances publiques. Là encore, malgré les avis critiques formulés assez récemment par France Stratégie, puis par le Conseil des prélèvements obligatoires, le gouvernement se refuse à réformer ce dispositif qui, je l'estime, doit être centré sur les petites et moyennes entreprises. Il y a aussi un autre sujet qui me préoccupe, c'est celui des règlements d'ensemble, mais je n'en dis pas davantage pour l'instant puisqu'il fera l'objet d'un amendement de ma part, de même que la question des dégrèvements contentieux de taxes foncières. En conclusion, et malgré ces réserves, je vous invite néanmoins à voter les crédits de cette mission qui, je vous le rappelle, sont évaluatifs et ne sont que la conséquence des mesures fiscales en vigueur. Et si vous me permettez, je terminerai mon propos en remerciant une nouvelle fois M. Cazot qui m'accompagne sur cette mission. Je vous remercie. Merci et merci du salut à l'administrateur.
La parole est au groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président. Comme l'a dit Madame la rapporteure, ce sont des crédits par définition évaluatifs, donc le groupe Renaissance ne peut qu'émettre un avis favorable à ces crédits. Rassemblement national, peut-être Monsieur Schreck, je ne sais pas, Monsieur Mauvieux, je ne sais pas. Non. Non, pas d'observation complémentaire, on émettre un avis favorable aussi, puisqu'il s'agit de choses automatiques et estimatives. Merci Monsieur Lotio. France Insoumise, Monsieur Bompard. Merci Monsieur le Président. Comme la rapporteure l'a indiqué, le montant des remboursements et dégrèvements équivaut donc à plus du tiers des recettes fiscales brutes de l'État. C'est une tendance lourde. Je rappelle que depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les remboursements et dégrèvements sont passés de 107 milliards d'euros à 128 milliards d'euros. C'est une hausse de plus de 20%. Avec dans le détail une hausse de 28% pour ces remboursements et dégrèvements portant sur les impôts d'État et une diminution par 2 de ceux portant sur les impôts locaux. Non pas parce qu'il y aurait moins de cadeaux fiscaux sur les impôts locaux, mais tout simplement parce que la baisse des impôts locaux se traduit mécaniquement par une baisse du montant des cadeaux sur ces impôts. C'est donc une tendance claire qui est à l'œuvre. Je rappelle qu'un des sujets qui a été examiné en septembre dans ces fameux dialogues de Bercy, c'était la volonté de rationaliser, d'expertiser l'ensemble de ces dispositifs de niche fiscale. Et je regrette, comme la rapporteure, que ce n'ait pas été fait et que notamment un certain nombre de ces niches dont la pertinence est interrogée n'ait pas pu être discutée ou remis en cause. Et c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce vote. Pour les Républicains, Monsieur Di Filippo. Oui, merci, Président. Nous n'avons pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit et ne nous opposerons pas non plus à l'adoption de ces crédits. Simplement, convenir d'un désaccord avec la rapporteure, notamment sur le crédit d'impôt pour les emplois à domicile. La conséquence de ces niches fiscales, entre guillemets, c'est aussi la lourdeur du système de charges et de taxes françaises. Il faut en avoir conscience. Donc, s'il doit y avoir une refonte de ces crédits, il faudra aussi que d'un autre côté, le travail soit moins taxé, moins chargé dans notre pays. Ça impose une refonte et une réflexion profonde sur ce qu'est notre modèle social aujourd'hui et sur sa soutenabilité, en tout cas sur ce qui concerne les emplois à domicile, garder à l'esprit les centaines de milliers d'emplois que ça peut représenter, et puis aussi derrière le fait qu'il y a, il y a de l'aide à domicile, il y a de l'accompagnement des personnes âgées, il y a du soutien scolaire pour des enfants, et donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Merci Monsieur Di Filippo. Pour le MoDem, Monsieur L'Aquila. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Merci à notre collègue Christine Pires-Beaune, qui est rapporteure et qui connaît très bien cette mission, remboursement et dégrèvement. Alors, comme pour nombre de missions de ce soir, il me semble que le moment effectivement privilégié du débat parlementaire, ce sera la loi de règlement, ainsi que le printemps de l'évaluation. J'espère que nous pourrons continuer à évaluer l'efficacité des dépenses fiscales. Un mot sur le crédit impôt recherche. Je suis d'avis de mieux évaluer son efficacité. Je ne doute pas que notre collègue fera ce job. Nous voterons les crédits de cette mission. Merci. Pour le groupe socialiste, quelqu'un ? Oui, Monsieur le Président, merci Madame beaucoup. Battistel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, nous n'avons pas non plus beaucoup de choses à rajouter. Simplement, vous remercier pour votre rapport sur cette mission remboursement et dégrèvement qui a été très approfondie et chacun a pu le voir. C'est la mission la plus importante du budget de l'État en volume puisque ça représente 128 milliards d'euros. Donc simplement, puisque la parole nous est donnée, juste un mot pour déplorer ici par les pratiques du gouvernement sur ces sujets évidemment d'importance. Avec un exemple que chacun a en tête, nous avons adopté à une large majorité lors de l'examen de la première partie du budget des amendements pour transformer la réduction d'impôt au titre des frais d'hébergement en EHPAD en crédit d'impôt, ce qui aurait réduit les frais d'environ 200 € pour de nombreux ménages et instaurer un peu plus de justice fiscale. On voit qu'on aurait pu faire un État un peu plus des niches et permettre de pouvoir financer cela. Je le dis parce que Madame la rapporteure, Christine Pires-Beaune, s'est beaucoup investie sur ce sujet et je pense qu'il était important de pouvoir conserver
cet amendement voté dans le cadre de la procédure 49.3. Cela aurait permis aux Français et aux Françaises qui peinent à assumer ces charges, qui sont souvent trop lourdes, de pouvoir les alléger. Merci. La parole est au groupe Horizon, Lise Magnier. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, et parce que nous n'avons pas grand-chose à ajouter, nous voterons ces crédits. Merci. Pour le groupe écologiste, Monsieur Belchek. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je pense déjà pour commencer que nous ne pouvons que saluer le gros travail de notre collègue Christine Pires-Beaune au sein de cette commission finances. Quelques réflexions. La rapporteure spéciale met en avant une réflexion à laquelle nous souscrivons et que nous avons déjà pu avoir durant la discussion de la première partie du budget quant à la flambée de certains crédits d'impôt, notamment les services à la personne. En effet, nous constatons, comme le fait la rapporteure, que le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile va devenir la première des dépenses fiscales en atteignant 7,95 milliards d'euros en 2023. Il est donc curieux de voir que dans la doxa ni dette ni impôt de la majorité relative, aucune analyse plus approfondie ne soit menée sur l'efficience de ce dispositif. Il conviendrait en effet de recentrer cette dépense fiscale sur les foyers qui en ont le plus besoin, comme le préconisait le rapport Libaud de 2019. De même, les députés écologistes appellent également, comme le fait la rapporteure, à un recentrage du crédit d'impôt recherche, dépenses, je le rappelle, de 7,06 milliards d'euros à destination des petites et moyennes entreprises. Pour autant, nous voterons pour les crédits de cette mission. Merci. Monsieur de Courson, pour le groupe Lyot. Eh bien, nous voterons, comme Madame le rapporteur le préconise, de voter en faveur de cette mission. Mais 4 petites questions, si elle pouvait nous préciser. La première, sur la CVE, est-il exact que le différentiel entre la compensation prévue par l'État et ce qu'aurait été le produit de la CVA, qui est déjà largement perçu, serait de l'ordre de 700 millions. Est-ce qu'elle a eu le temps d'investiguer ce délicate question? Sur la taxe d'habitation, elle signale qu'il y a encore 231 millions de remboursements sur les 2,8 milliards qui restent. Mais ce sont les gens les plus aisés. Comment se fait-il qu'il y a près encore de 10% des 2,8 milliards, enfin 7-8%, sous forme de dégrèvement? Troisième question sur ce qu'elle aborde sur le TICFE. Est-ce qu'à sa connaissance, l'intégration de la taxe communale dans la TICFE, cette accise, est-ce qu'elle a pu anticiper les effets de cette intégration? Et est-ce que le bouclier tarifaire devrait en sortir renforcé? Est-ce qu'elle a eu le temps de le faire? Et puis, dernier point, sur les énormes restitutions des sommes indues, que ce soit à l'IR 2,4 milliards ou à l'IS 1,5 milliard. Est-ce qu'elle a pu investiguer cette affaire et en particulier les plus gros remboursements? Merci, Madame la rapporteure. Alors, merci à tous. Et je vois, à part une abstention, effectivement, voilà, tout le monde, parce qu'on est sur des crédits non pas limitatifs, mais évaluatifs, un vote favorable. Juste, je répondrai à mon collègue LR qu'il n'y a pas une remise en cause du crédit d'impôt des emplois à domicile. Il y a juste une volonté de savoir à quoi sert exactement cet impôt, et donc on va pouvoir avoir ces informations avec l'amendement qui a été voté. C'est une bonne chose, parce qu'entre faire du soutien scolaire à domicile, ce qui est une bonne chose, faire de la garde de personnes dépendantes ou de personnes ou d'enfants handicapés à domicile, ce qui est aussi une bonne chose, on peut peut-être se poser des questions sur le gardiennage, par exemple. Est-ce que l'impôt des Français, est-ce que ça doit être à l'impôt des Français, de tous les Français, de payer quelqu'un pour venir ouvrir les volets, fermer les volets et garder la maison, la résidence secondaire? Moi, je pense qu'il faut se poser la question. Et donc, on aura effectivement, sur ces 7 milliards, plus de 7 milliards, on aura, je pense, une ventilation de à quoi sert vraiment ce crédit d'impôt. Pour les questions de M. de Courson, moi, je vous propose, M. de Courson, que vous me les fassiez passer par écrit. Je regarderai. Et certaines auront un développement dans le rapport qui n'est pas prêt encore, mais qui le sera sous peu. Notamment, je pense à votre dernière question sur l'IS. Vous aurez des chiffres plus précis. Sur la taxe d'habitation, je crois que c'est surtout une question liée aux résidences secondaires.
mais je vous répondrai précisément là-dessus. Ainsi que sur la CVAE et le différentiel, vous aurez une réponse précise. Merci. Je propose de passer aux voix les crédits de la mission remboursement dégrèvement. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. On passe à l'examen des amendements de l'État AG relatifs à cette mission. Il y a 2 amendements. Il y en a un premier, Monsieur Schreck. Il est défendu ou Non, retiré. Retiré. Retiré, il n'y a pas d'emploi, donc comme tout à l'heure. Merci, Monsieur Schreck. Madame Pires-Beaune, 1338. Oui, il y a un amendement qui vise en fait à définir un nouvel objectif au programme 201. Donc, c'est les remboursements et dégrèvements d'impôts locaux pour l'assortir d'un indicateur de performance. Le but étant de mesurer le nombre de dégrèvements de taxes foncières qui sont liés à une erreur d'attribution. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a on voit une inflation du délai moyen de mise à jour du fichier immobilier qui est passé de 84 jours en 2017 à 130 jours en 2021, d'après les informations qui m'ont été communiquées. Et donc, on a évidemment tous envie de réduire ces erreurs qui sont néfastes pour les contribuables, même si au final, ils finissent par obtenir une régularisation, mais ce n'est pas une bonne façon de faire. Sachant que les contentieux d'attribution, ils interviennent lorsqu'un avis d'imposition aux taxes foncières est envoyé à un mauvais contribuable, à un ancien propriétaire, ou lorsque l'avis n'est pas envoyé du tout. Donc l'idée, c'est de rajouter cet indicateur de performance. Madame Marigui. Oui, alors je ne suis pas défavorable à l'indicateur de performance, mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est de mesurer pourquoi on en est arrivé là. Et le pourquoi on en est arrivé là est tout simplement lié à des suppressions d'emplois complètement extraordinaires dans les services de publicité foncière, qui fait que du coup, il n'y a pas la possibilité de traiter rapidement les informations des notaires et donc ensuite d'alimenter les fichiers du cadastre qui permettent de régler ces histoires d'attribution de façon automatique. Voilà, donc oui pour un indicateur, mais en fait on mesure juste la pénurie d'emplois dans les services de publicité foncière. Monsieur De Courson. Oui, je pense que le problème soulevé est intéressant, et je pense que le bon indicateur, et comme nous avons un excellent notaire parmi nous, c'est le délai entre le moment où vous signez un acte et le moment où il est sur le fichier. Moi, beaucoup de notaires me signalent que c'est extrêmement varié de département en département, mais que ça peut durer 6 mois, 1 an, voilà. Et donc que ceci a des conséquences fiscales, puisqu'on adresse les taxes foncières, c'est la situation au 1er janvier, à celui qui est sur le fichier, alors que ça fait parfois 6 mois, 1 an. Il y a le problème aussi des successions, avec cet inénarrable système où on s'adresse à l'aîné des enfants indivisaires, et après il se débrouille avec les autres, ses frères et sœurs, vous voyez, enfin, les autres indivisaires, ce n'est pas forcément les frères et sœurs. Il y a toutes ces questions, et je pense que ce serait intéressant d'analyser d'où viennent ces erreurs. Mais ça promet un autre amendement pour la séance. Monsieur Giraud. Oui, merci Président. Non, simplement pour dire que nous voterons cet amendement. C'est effectivement un élément extrêmement important d'information. Et à partir de cet indicateur, on pourra en tirer des conclusions plutôt que de tirer des conclusions avant d'avoir l'indicateur. C'est toujours préférable d'agir ainsi. Pardonnez-moi cette réflexion de mathéautiste classique. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Monsieur Giraud ne sait pas qu'on peut recevoir vite plein de mails des autistes quand... Allez, on passe au article 46. Entre parenthèses, je m'excuse auprès de Monsieur Cabrolier que depuis tout à l'heure je confonds avec Monsieur Schreck. Merci. Madame Pires-Beaune. Oui, alors tous les ans, donc il y a un rapport du gouvernement qui est remis au Parlement sur les remises, les transactions à titre gracieux. Et depuis 2 ans, suite à un amendement que nous avions adopté en séance, il est aussi complété par des informations sur les règlements d'ensemble et les conventions judiciaires d'intérêt public.
Il se trouve que cette année, le rapport nous a été remis. C'est très récent, hein, mais voilà, sur un rapport de 25 pages de mémoire, les règlements d'ensemble doivent à peu près occuper une demi-page et les conventions judiciaires d'intérêt public doivent occuper une page et demie. Donc c'est plutôt des informations très, on va dire, parcellaires. Et donc l'idée, c'est de compléter l'article du livre des procédures qui prévoit donc ce rapport en demandant que le montant de modération de droits et de pénalités consentis par chaque règlement d'ensemble réalisé par l'administration fiscale soit communiqué au président et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, et uniquement à ces personnes-là. Merci, Monsieur Lefebvre. J'ai vu Charles. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la rapporteure, moi, je pense que le président de la Commission et le rapporteur général ont tout loisir de pouvoir se faire communiquer ces éléments sans qu'il soit besoin de le rajouter dans le livre des procédures fiscales. Et par ailleurs, il y a, me semble-t-il, un sujet de confidentialité qui est lié et qui mérite que la transmission ne soit pas nécessairement automatique et pas nécessairement agrégée. Donc, pour ces raisons, je pense que cet amendement il est satisfait par le droit existant et en particulier le droit organique. Monsieur de Courson. Oui, même le rapporteur, sur les conventions judiciaires d'intérêt public, hein, que, hélas, nous avons créées, puisque je faisais partie de ceux qui étaient extrêmement réticents à cela, il n'y en a pas 36 000. Et à ma connaissance, en tant que rapporteur spécial, vous devriez pouvoir avoir accès à ces conventions. J'ajoute que la plupart des cas, il y a publication en plus, hein, prévue par la loi de la Convention. Donc là-dessus, il me semble hein, mais de mémoire, que vous pourriez y avoir accès. Hein, et il y a eu même des articles dans la presse sur deux énormes d'ailleurs, hein, je ne sais plus, à 500 millions, à 1 milliard. Voilà. Et moi, j'ai toujours été extrêmement prudent là-dessus. Hein. Madame la rapporteure. Alors, je vais décevoir Monsieur de Courson, mais non, je n'ai pas eu accès à ces informations. Et j'ai notamment demandé, par exemple, à pouvoir consulter un règlement d'ensemble, ne serait-ce que pour savoir comment ça se présente. Pour l'instant, je n'ai pas eu ces informations, mais je n'exclus pas d'imiter mon collègue Philippe Brun et d'aller consulter sur place. Par contre, certaines conventions judiciaires sont étalées dans la presse. Vous avez connaissance de la convention Google, McDo, pour ne citer que ces deux-là, mais sachez que, voilà, à part un tableau que je mettrai, que vous verrez dans le rapport, où vous verrez que les règlements d'ensemble, j'insiste sur les règlements d'ensemble parce que la Cour des comptes elle-même pointait du doigt ces règlements d'ensemble qui ne reposent sur aucune base fiscale. C'est-à-dire que c'est le seul, finalement, mécanisme où vous pouvez remettre non pas les pénalités, mais où vous pouvez remettre aussi des droits. Voilà, il faut le savoir, et elle ne repose sur aucune base fiscale. Donc on est en droit, me semble-t-il, d'avoir un peu plus d'informations qu'une demi-page dans le fameux rapport. Allez, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Ah, il est adopté, pardon. Excusez-moi. Combien? 15 contre 14. 15 contre 14, il est adopté. Bah oui, il est adopté. Il y a plus de voix pour que de voix contre. Merci. Merci à vous. Bien, alors, monsieur, non, mais il n'y a aucun problème. S'il y a une demande de vote contre, il n'y a aucun souci. On revote, donc, qui est pour. Je rappelle aussi que ne votent que les membres de la commission. Qui est pour. Ah, pardon. Combien? 17. Qui est contre? Hein? 19.
Ouais, désolé. Mais bon, chacun peut faire une erreur. Hein. Non. Ah. Ce que l'administrateur me précise, c'est que tout le monde n'avait pas forcément levé la main. Voilà. Hein. Dans les gens qui ont relevé la main de manière nette. Non, ça, je ne souhaiterais pas qu'on remette en cause l'honnêteté de l'administrateur, ça c'est clair. Les erreurs peuvent arriver. Donc on va poursuivre avec l'examen du compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État avec Mohamed Lakila qui me rejoint pour 5 minutes. C'est le dernier de la soirée. Hein. C'est vrai, c'est bien. C'est un bon début, je suis assez d'accord. Allez, 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, chers collègues, le compte d'affectation spéciale gestion de patrimoine immobilier de l'État a pour objet de mutualiser les produits de cession immobilière et des redevances domaniales de biens appartenant à l'État dans le but de financer des acquisitions et des opérations à la charge du propriétaire pour le compte des administrations occupantes. Le projet de loi de finances évalue les recettes du CAS à 480 millions d'euros en 2023, soit une progression de près de 30% par rapport à 2022, dont près des 3/4 devraient provenir de produits de cession. Le quart restant correspond aux recettes issues des redevances et des loyers. Pour ce qui est des dépenses, il est demandé des crédits de paiement à hauteur de 340 millions d'euros et des autorisations d'engagement d'un montant de 480 millions d'euros. Un solde excédentaire est donc anticipé. Je veux toutefois préciser que la direction de l'immobilier de l'État se dit très prudente sur les recettes anticipées et m'indique même que le montant des crédits de paiement demandés, bien inférieur au montant des autorisations d'engagement, tient compte de l'éventualité de moindres recettes. J'en viens plus particulièrement aux dépenses que devrait porter le compte d'affectation spéciale en 2023. Je rappelle que les dépenses du CAS sont portées par le programme Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État, le seul à être abondé puisque le programme Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État ne bénéficie d'aucune demande de crédit depuis plusieurs années. Je précise également en préambule que les dépenses sont principalement de deux sortes. Les dépenses structurantes, d'une part, projets d'acquisition, de construction, d'agrandissement ou de remise à neuf, et les dépenses entretien du propriétaire, d'autre part. La direction de l'immobilier de l'État m'indique que ce sont ces dépenses d'entretien du propriétaire, dans une perspective pluriannuelle, qui auront la priorité en 2023. Le CAS participera toutefois également à plusieurs grands projets immobiliers, comme le projet PRISM de relogement de l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA, à Palaiseau, pour un coût total de 162 millions d'euros, hors taxes, avec 66,6 millions de versements en 2023, puis en 2024. L'examen des crédits du CAS est pour moi l'occasion de signaler une remarque et plusieurs motifs de préoccupation. Malgré le rôle qui est confié au CAS, la politique immobilière de l'État reste principalement portée par les programmes ministériels, y compris pour les dépenses importantes dites du propriétaire. Le document de politique transversale fait état de 11,2 milliards d'euros en AE, 9,5 milliards en CP sur le projet de loi de finances 2023. La contribution du CAS est donc très marginale. J'ai aussi plusieurs préoccupations. La première, c'est le montant toujours incertain des recettes encaissées, selon les ventes effectuées, alors que les chantiers et dépenses sont programmés. Le directeur de l'immobilier de l'État dit arbitrer avec finesse, au cas par cas, mais nous avons là une vraie question. La seconde, c'est mon étonnement face au constat que les dépenses d'entretien courant sont financées dans une très large mesure, près des 3/4. Nous l'avons dit par la mutualisation des produits des cessions. Cela me semble difficilement soutenable sur le long terme, d'autant que les biens facilement cessibles l'ont déjà été. Il faut donc réfléchir à une diversification des ressources du CAS, et je m'inscris dans les pas de mon président et du rapporteur spécial, mon collègue ami, le président Mattei, en demandant à réfléchir à une diversification de ces sources de financement par le biais de valorisation alternative des biens immobiliers appartenant au domaine. En conclusion, chers collègues, je vous invite à voter en faveur des crédits de ce compte spécial.
Merci. Et merci. Donc, il n'y a pas d'amendement. La parole est au groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. C'est l'occasion pour moi de saluer les rapporteurs Mattei et L'Aquila sur ce programme qu'ils connaissent tout particulièrement et de saluer également la direction de l'immobilier d'État qui effectue un travail considérable de valorisation de notre patrimoine immobilier. Le groupe Renaissance votera en faveur de ces crédits, même si, ce que dit le rapporteur, nous y souscrivons parfaitement. On peut s'interroger sur la structure même du CAS et potentiellement sur la nécessité d'avoir d'autres types de valorisation du patrimoine immobilier de l'État au-delà de la cession. Mais néanmoins, nous voterons évidemment les crédits de ce compte d'affectation spéciale. Merci. Pour le Rassemblement national. Nous abstiendrons sur ce dossier. En effet, c'est vrai que c'est un peu surprenant d'avoir un compte qui doit retracer normalement l'ensemble des recettes et dépenses et dont il est dit à la fin qu'il intervient à hauteur de 3,6% des 9,5 milliards d'euros des CP en faveur de la politique immobilière de l'État. Donc, abstention sur ce compte. Merci. Pour France Insoumise, personne. Pour les Républicains, Mme Louvagie, M. Di Filippo. Merci. Pour le groupe Modem. Oui, je remercie le rapporteur. Effectivement, c'est le compte d'affectation spéciale. C'est un domaine que je connais assez bien puisque j'ai eu l'honneur de rapporter pendant des années. On peut considérer que le modèle commence à s'épuiser puisque effectivement les sessions sont parfois aléatoires. On a de belles années comme des années moins intéressantes et 2022-2023 laisse certaines perspectives, mais à long terme, on peut s'interroger sur la pérennité du compte d'affectation spéciale. C'est vrai que les ressources, les revenus domaniaux sont intéressants comme piste, mais ne seront pas suffisants. Surtout que, même s'il faut souligner le travail excellent de la direction immobilière de l'État, que de grands programmes, que ce soit les sites administratifs ou le plan de relance, ont été traités en dehors du CAS. Et donc, on va bien évidemment voter, je dirais, donner un avis favorable à ce rapport, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'interroge dans l'avenir et sur les modalités aussi de valorisation, le côté un peu binaire qui était la vente et autres. D'autres modèles sont expérimentés, je pense que c'est à creuser, mais on peut s'interroger sur la pertinence du compte d'affectation spéciale dans le temps. Merci. Pour le groupe socialiste. Oui, merci, Monsieur le Président. L'examen de ce compte d'affectation spéciale est la seule occasion, en fait, de donner un avis sur la politique immobilière de l'État. Et j'aurais une question, notamment, alors que les surfaces de l'État en bureaux, en logements ou en locaux d'activité ont soit stagné, soit augmenté, la surface en bâtiments d'enseignement, elle, a baissé de 2,5 millions de mètres carrés en 5 ans, soit un peu plus de 11%. Est-ce que vous avez des explications? Est-ce que cette surface inclut le parc des universités? Quoi qu'il en soit, leur surface d'enseignement, elle semble elle aussi en baisse, moins 3,4% en un an. Comment cela se fait-il lorsqu'on connaît les taux de suroccupation de nos établissements d'enseignement supérieur? Et pourquoi n'a-t-on cette donnée que pour 2020 et 2021 ? C'est d'autant plus curieux qu'on a notamment tous en tête quelques universités et notamment l'état de délabrement de certains bâtiments, que ce soit aussi nos tribunaux ou nos commissariats. Et je ne parle pas du droit de visite qu'on a peut-être exercé pour aller visiter une prison ou un CRA. Et c'est ce qui nous fera, notamment nous au groupe socialiste, voter contre ces crédits. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon, Lise Magnier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Effectivement, ce CAS du patrimoine immobilier de l'État est avant tout celui des Français. Pour cette raison, sa gestion doit s'articuler autour des 3 principes cardinaux: la préservation et valorisation pour les générations futures, la durabilité environnementale et la rationalisation des surfaces utilisées. Le compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État doit répondre avant tout à ces impératifs. Alors, les investissements importants prévus dans le PLF pour 2023 devront permettre de mener des projets structurants visant à la réalisation des économies de long terme grâce à la maintenance préventive des bâtiments, assurer la sécurité et les conditions de travail dignes aux agents par certains travaux lourds et contribuer activement, évidemment, à la transition écologique en s'engageant en faveur d'une meilleure maîtrise de la consommation énergétique
des bâtiments de l'État. Et c'est pourquoi, évidemment, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur des crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste, Madame Areguim. Oui. Alors, les recettes du CAS sont effectivement en hausse, qu'il s'agisse des produits de cession immobilière, des produits des redevances domaniales. La note que vous nous avez fournie d'excellente tenue présente en effet une variation de 29,7 du total des recettes, avec la cession de près de 600 biens en 2023. Mais permettez-nous une remarque très générale. Oui, ce sont bien les cessions qui génèrent le gros des recettes du CAS. Toutefois, nous, écologistes, craignons qu'à terme, cette politique immobilière court-termiste ne soit contre-productive. En effet, en période de crise énergétique, avec des bâtiments publics en France et à l'étranger, très souvent symbole de ce qui se fait de pire en matière d'efficacité thermique, nous manifestons un réel dépit. Celui de ne pas trouver dans ces lignes budgétaires la traduction d'un État sobre, intégrant efficacement les impératifs d'isolation et de consommation énergétique modérée et durable dans la gestion de son patrimoine. Au lieu de cela, l'État se comporte plutôt en véritable agent immobilier, pressé de se défaire de son stock au meilleur prix. Cette politique l'oblige ensuite à recourir le plus souvent à la location, ce qui à terme coûte bien plus cher aux contribuables. Et donc dans ces conditions, le groupe écologiste votera contre ces crédits gestion immobilière de l'État. Merci. Et pour finir, Charles de Courson pour le groupe Lyot. Monsieur le rapporteur spécial, vu votre conclusion, est-ce qu'il ne faudrait pas fermer le CAS et procéder par voie de fonds de concours, ce qui existait autrefois, c'est-à-dire quand une administration à qui était confié des biens pour son fonctionnement vendait un bien, il n'y avait pas de retour. Puis après, il y a eu un retour à 50%, puis je crois qu'il était différencié selon que c'était la défense, pas la défense, parce que la défense, on avait plein de terrains. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas le supprimer, le remplacer par un fonds de concours à un taux intéressant? Je ne sais pas, à 60, 70%, première question. Et puis, vous ne nous avez pas dit assez sur le projet Prisme de l'ONERA à Palaiseau et puis le projet Quai d'Orsay. Est-ce qu'enfin le bâtiment en face du 101 va être rénové, puisque c'est dans un état de délabrement avancé depuis des années? Alors, sur ces deux questions, est-ce qu'il pourrait nous donner des éclaircissements avant que nous votions? Monsieur L'Aquila. Oui, merci, chers collègues. Alors, je crois que c'était Jean-Paul Mattei qui était... Oui, il était rapporteur spécial. Quand on a lancé, la direction de l'immobilier de l'État a lancé l'Agence pour la gestion de l'immobilier de l'État. Donc, on est au tout début. Donc, c'est une expérimentation qui a été lancée pour professionnaliser finalement cette partie-là. Il y a un benchmarking qui a été fait au niveau européen. Donc là, nous avons les résultats, on en parlera probablement soit en séance, soit après, en tout cas au niveau du printemps du contrôle. Quant à fermer le CAS, oui, je me suis posé la même question. Je crois que Jean-Paul Mattei a dû se poser exactement la même question. Je crois qu'aujourd'hui, il faudra peut-être revoir sa vraie mission et puis voir ce que va donner cette expérimentation d'une vraie agence professionnelle à ce niveau-là. Voilà, donc, en attente d'avoir cette expérimentation, voir les résultats, il faudrait au moins que ça soit sur 2-3 ans pour qu'on ait réellement un but d'ensemble. Sur le projet Quai d'Orsay, donc pour l'instant, ce projet n'en est qu'au début. Donc, voilà, pour l'instant, effectivement, il y a des opérations qui sont conduites sur les sites de l'administration centrale. Alors, allez, on passe aux voix. Quai d'Orsay sur les sites nantais, on dit. On passe aux voix des crédits du compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Il y a un amendement, Monsieur Cabrelier. Il est retiré. Chers collègues, prochaine réunion demain 9h30 pour la suite de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023. On examine les missions Investir pour la France de 2030, plan de relance, direction de l'action du gouvernement, publication officielle. Et je rappelle qu'à l'issue, vous avez reçu un mail, on a une réunion de bureau.